Donc, je vais donner la parole à Sébastien Rapinel pour présenter justement la méthodologie de cartographie des habitats. Bien, bonjour à tous et à toutes. Je vais vous présenter. Donc, je suis Sébastien Rapinel, ingénieur de recherche à l'Université de Rennes 2, et je vais vous présenter la méthode de cartographie des habitats qui a été mise en place dans le cadre de ce projet. Alors, nous avons fait l'hypothèse qu'il existe une relation directe entre les habitats naturels et les variables spectrales et environnementales. En effet, les habitats ONIS, donc la nomenclature ONIS, c'est une nomenclature européenne qui décrit les habitats naturels et subnaturels. Les habitats ONIS au niveau 3 sont essentiellement décrits selon des critères de physionomie, d'environnement et de flore. Parallèlement à cela, les données de télédétection apportent des variables prédictives qui caractérisent l'environnement et le spectre. Et donc, cette hypothèse, nous l'avons déjà en partie vérifiée dans les deux publications que vous voyez en bas à gauche. Au niveau européen, cette démarche est aussi mise en place, développée, notamment par Aurélien Carré. Et vous avez un exemple ici de modélisation d'un habitat ONIS, des grandes zélophytes, qui a été faite sur toute l'Europe, utilisant également des variables environnementales et satellitaires, à une résolution de 20 ou 100 mètres. Et nous, dans ce projet, dans ce volet 2 de cartographie des habitats, on est vraiment dans un volet de recherche et développement, puisqu'on va vers une cartographie nationale inédite des habitats ONIS, de niveau 3, à 10 mètres de résolution spatiale. Donc, cela pose 4 défis. Le premier défi concerne l'utilisation de relevés de terrain exclusivement issus de bases de données d'archives ouvertes, qui, par définition, engendre un deuxième défi, c'est-à-dire que la gestion de ces relevés est problématique car la distribution spatiale et leur qualité est souvent hétérogène. Un troisième défi concerne également les variables spectrales Sentinel-2 qui sont utilisées, parce qu'il y en a énormément. Dans le cadre de ce projet, on avait environ 260 dates qui ont été prises en compte, et à chaque date, on avait 9 bandes spectrales. Donc, ça fait énormément de variables à gérer. Et puis, le dernier défi, ça repose sur la méthode qui est utilisée pour cartographier les habitats, qui repose sur de l'intelligence artificielle. Et donc, ça va au niveau 3 des habitats ONIS, ce qui est quand même assez détaillé en termes de typologie. Alors, pour développer cette approche de recherche et développement, on a sélectionné 10 bassins versants test qui présentaient des contextes écologiques différents et dans lesquels les collectivités locales étaient déjà activement impliquées dans la gestion des milieux humides. On a veillé à ce que la superficie de chaque bassin versant soit inférieure à 15 000 km² et que la superficie totale de tous les bassins versants test soit inférieure à 10% du territoire national. L'approche générale repose en 4 étapes. La première étape a visé à générer des variables environnementales à partir de la RGBT et des variables spectrales à partir de séries temporelles Sentinel. La deuxième étape a visé à préparer les données de terrain. Ces données de terrain comportent à la fois des données d'archives qui caractérisent la flore ou directement les habitats naturels, mais aussi des données collectées en 2021 et 2022 par le Patrinat et l'OFB notamment. C'est des données qui vous ont été présentées dans la précédente présentation. Dans une troisième étape, on a croisé donc les variables prédictives avec les données terrain pour faire tourner un modèle par intelligence artificielle qui a en sortie généré une carte, même plusieurs cartes des habitats. Et ces cartes des habitats ont été uniquement prédites au sein de l'enveloppe des milieux humides qui a été préalablement réalisée. Et dans une dernière étape, nous avons validé ces cartes à partir des données terrain. Alors maintenant, je vais vous présenter en détail chaque étape. Donc la première étape qui visait à générer les variables prédictives. Alors, en complément des données de terrain, nous avions donc l'air géologique qui caractérise l'altitude, le dénivelé au cours d'eau, c'est-à-dire la hauteur
verticale au cours d'eau, l'indice topographique d'humidité, l'indice topographique de position, également une variable qui renseigne la géologie, la baie des Charmes. Une autre variable caractérise la hauteur de végétation issue d'un lidar satellitaire JEDI, et une dernière variable est issue de série temporelle Sentinel-2. Alors, c'est justement, les séries temporelles Sentinel-2, ce sont les données, les variables principales. Nous avons utilisé 5 années, de 2015 à 2021, pour prendre en compte la variabilité inter- et intra-annuelle. Vous voyez l'emprise de chaque image par rapport au contour des bassins versants test. Donc, pour information, finalement, nous avons traité à peu près un tiers de la France. Et donc, le nombre d'images disponibles par année est présenté sur cette figure et varie de 3 dans les zones plus nuageuses ou en altitude à plus de 93 images par an dans les zones proches de la Camargue. Et donc, nous avons collecté ces images durant 5 années et ensuite, nous les avons agrégées dans une série temporelle annuelle dense par semaine. Pour chaque semaine, nous avons fait la moyenne parmi les 5 années. Vous avez ici une représentation de ces traitements, c'est-à-dire que sur la gauche, donc c'est un exemple sur une zone côtière du bassin versant de la Canchotie. Sur la gauche, vous avez en A les images, une image Sentinel-2 brute avec des nuages. Et donc, sur la période de 5 ans, on a 96 observations. Et à chaque fois, nous avons 9 bandes spectrales. Dans une deuxième étape, donc, on a fait une agrégation par semaine sur les 5 années. Donc, on passe de 96 observations à seulement 52, comme 50 semaines, avec toujours 9 bandes spectrales. Mais comme ça génère toujours plus de 400 variables, ce qui serait de trop pour le modèle, nous avons appliqué une réduction de dimension avec une analyse en composantes principales, et on a conservé les 3 premières composantes de l'analyse, ce qui a permis de réduire le nombre de variables de 52 x 9 à 3 x 9, 27, ce qui est déjà plus assimilable pour un modèle. Concernant les données terrain, nous avons d'abord listé toutes les bases de données d'archives disponibles et nous en avons retenu 4. Nous avons retenu la base de données INPN Habitat, qui a une couverture nationale et qui caractérise directement les habitats sous forme de polygones. Nous avons retenu la base de données Patrinat MNHN OFB Institut Agro à Angers, celle qui vous a été présentée ce matin pour valider la carte de prélocalisation des lieux humides, et non, parce que les agents de l'OFB ont en plus caractérisé les habitats ONIS. Et nous avons également utilisé la base de données de l'inventaire forestier national, où là, chaque relevé est caractérisé par un cortège floristique et géoréférencé par un point, tout comme la base de données INPN Flore. Nous n'avons pas retenu les bases de données des DREAL parce que finalement, elles sont déjà intégrées à la base de données INPN Habitat. Quant aux inventaires zones humides, on ne les a pas retenus parce que les polygones caractérisaient essentiellement de l'occupation du sol. La nomenclature n'était pas assez fine. Et enfin, nous n'avons pas retenu la base de données du pôle tourbière parce que finalement, ce qui était caractérisé, c'était plutôt les sols tourbeux plutôt que la végétation, les habitats en lien avec les tourbières. Alors, voici une représentation spatiale des points potentiellement mobilisables pour les 4 bases de données retenues. Donc, on peut constater que pour la base de données INPN Habitat, les relevés sont logiquement localisés sur les sites Natura 2000, essentiellement. Concernant la deuxième base de données en haut à droite, Patrinat OFB, les relevés sont localisés au sein des bassins versants test, principalement, vu que ces relevés étaient collectés dans le cadre de ce projet. Concernant la base de données INPN Flore, ici, on a une distribution très disparate des relevés, avec une densité beaucoup plus importante au niveau de la région Aquitaine et de la région Rhône-Alpes. Et puis, pour les données de l'IFN, on a une distribution spatiale beaucoup plus homogène, notamment en lien avec tous les massifs forestiers. Alors, ces bases de données terrain, elles ont été, on a fait des pré-traitements dessus. Alors, pour la base de données INPN Habitat, qui tient donc des polygones, nous avons dans un premier temps appliqué des corrections topologiques, certains polygones n'étant pas correctement dessinés, donc il a fallu
fermé. Ensuite, nous avons sélectionné uniquement les polygones qui ont été caractérisés sur le terrain, certains polygones étant caractérisés par faute d'interprétation. Puis, nous avons fait une correspondance vers la nomenclature ENIS 2008, puisque certains polygones sont caractérisés selon la nomenclature Cohen de Top ou selon les cahiers d'habitat. Ensuite, nous avons sélectionné uniquement les polygones pour lesquels un seul habitat ENIS au niveau 3 était associé. Puis, enfin, nous avons extrait le centroïde de chaque polygone qui constitue donc un échantillon. Concernant les relevés de l'INPN FLOR et de l'IFN, qui sont donc des points avec un cortège floristique associé, nous avons donc dans un premier temps éliminé tous les relevés avec moins de 3 espèces, qui sont souvent des relevés liés à des inventaires d'espèces invasives ou à l'inverse patrimonial. Vous regardez que les relevés phytosociologiques, et pour lesquels nous avons automatiquement assigné un code ENIS grâce à un système expert développé au niveau européen. Donc là, le code a été assigné au niveau ENIS 2020, et donc on a fait une correspondance vers la nomenclature ENIS 2008. Voilà, donc ce qui nous permettait d'avoir également des échantillons. Ensuite, donc vous avez un exemple ici de 2 relevés issus de la base de données INPN FLOR qui ont été collectés par le CBN Sud-Atlantique sur le long de l'estuaire de la Gironde. Et donc, vous voyez, pour chaque relevé, on a une information sur son cortège floristique et sur la date de collecte. Et le système expert a automatiquement assigné un code ENIS à chaque relevé. Ensuite, nous avons nettoyé les échantillons, ces échantillons terrain, parce que quand on utilise des bases de données d'archives, par nature, il y a toujours une qualité hétérogène. Donc, dans un premier temps, nous avons éliminé tous les échantillons caractérisant un habitat xérophile. Dans un deuxième temps, on a appliqué un nettoyage par photo-interprétation pour éliminer toutes les erreurs aberrantes liées à des erreurs de géolocalisation, un point qui est situé sur le clocher d'une église, ou alors des erreurs liées à des vieux relevés pour lesquels il y a eu des changements de façon du sol. Puis, dans une deuxième étape, nous avons refait un deuxième nettoyage pour supprimer automatiquement des anomalies, des outliers, sur la base de leur valeur spectrale et environnementale. Puis, enfin, nous avons limité le nombre d'échantillons à 100 par habitat pour avoir un échantillonnage à peu près équilibré entre les habitats. Parce que certains habitats, comme les cultures, on peut monter à plusieurs centaines d'habitats, d'échantillons. À l'inverse, d'autres habitats, comme des tourbières, qui sont plus rares, on est souvent limité à une dizaine d'échantillons. Il a fallu homogénéiser cela. Donc, au final, voici le nombre d'échantillons retenus par bassin versant, qui varie donc d'une cinquantaine pour le bassin versant de Aliamone en Corse à plus de 1300 sur les bassins versants de la Vézère, de la Vilaine, de la Meuse. Ce qu'il faut noter également, c'est que ces échantillons ne sont pas nécessairement localisés au sein des bassins versants est, mais au sein de tuiles Sentinelle-2 qui peuvent être adjacentes au bassin versant est. Vous voyez par exemple pour le bassin versant de la Vilaine en Bretagne, la plupart des échantillons étaient localisés dans les monts d'Arrée ou alors au niveau de la Loire-Atlantique. Ensuite, en croisant les échantillons terrain avec les variables prédictives, on a pu lancer un modèle Random Forest. C'est exactement le même type de modèle que celui qui vous a été présenté ce matin. Cette fois-ci, on a modélisé non plus 2 classes mine-non-mine, on a modélisé tous les habitats UNIS présents dans chaque bassin versant. Donc, on a appliqué un modèle par bassin versant et nous avions 3 sorties cartographiques. La première correspond à une carte par habitat UNIS où chaque pixel exprime la probabilité d'appartenance de l'habitat. La deuxième sortie est une carte des habitats UNIS où chaque pixel exprime l'habitat pour lequel la probabilité d'appartenance est la plus forte. Et enfin, un troisième type de sortie est généré, c'est une carte d'incertitude du modèle où chaque pixel exprime la probabilité d'appartenance maximale parmi tous les habitats. Et donc, toutes ces couches, toutes ces cartes sont au format raster à une résolution spatiale de 10 mètres. Et donc, dans une dernière étape, nous avons validé ces cartes. Alors, contrairement à la délimitation des milieux ésonymides, nous n'avions pas assez de points terrain pour faire une validation indépendante. C'est pour cela que nous avons fait une validation croisée, c'est-à-dire que tous les échantillons ont à la fois servi à calibrer
puis à valider le modèle en différentes itérations. Et donc, à chaque itération, il y a 10% des échantillons qui ont été retenus pour valider le modèle, à partir desquels on a calculé un score de précision. Et donc, on a relancé l'itération avec un tirage aléatoire à chaque fois. Et donc, les valeurs de précision indiquées tiennent compte de la moyenne de ces 10 itérations. Ce qui a permis de générer l'importance des variables prédictives, une matrice de confusion et des indices de précision, c'est-à-dire le F1 score global et par habitat. Je vous remercie pour votre attention. Je vais donner maintenant la parole à Laurent Subermois, qui va présenter la méthodologie qui a été mise en place pour évaluer les fonctions dans le cadre du volet 3 du projet. Oui, donc je vous présente la méthodologie d'évaluation des fonctions des milieux ésonymides que l'on a effectué sur les 10 bassins versants de test. Alors, tout d'abord, je voudrais rappeler que les enjeux de cartographie des fonctions des milieux et des zones humides sont très importants, puisque toutes les zones humides et leurs fonctions doivent être prises, et l'intensité de ces fonctions doivent être prises en compte dans les documents d'urbanisme, les SAGE, les trames vertes et bleues. Et il s'agit aussi de faire une représentation fine de ces fonctions, puisque au sein d'une même parcelle, les fonctions qui agissent sont différentes selon l'endroit où on se situe dans la parcelle, peuvent être différentes et donc avoir une intensité différente. Il y a une grande variabilité spatio-temporelle des fonctions des zones humides. Donc, c'est la raison pour laquelle il est important de cartographier les fonctions non pas à l'échelle parcellaire sous forme vectorielle, mais de les représenter sous forme pixelaire avec une finesse, une résolution spatiale forte. Voilà. Alors, on s'est basé sur l'approche européenne Functional Assessment Procedure dont a parlé Bernard Clément ce matin, et que Guillaume Gaillet a publié, a traduit pour la France dans son guide de la méthode nationale d'évaluation des fonctions des zones humides. Alors, ces approches, elles sont adaptées au terrain, donc elles sont adaptées pour faire des évaluations fonctionnelles sur quelques parcelles à l'échelle cadastrale. Toute la problématique là, c'est de pouvoir extrapoler en fait ces évaluations fonctionnelles, de pouvoir avoir une évaluation fonctionnelle sur des territoires beaucoup plus larges. C'est la raison pour laquelle on fait appel à des données de télédétection pour faire cette évaluation fonctionnelle. Donc l'hypothèse que l'on émet, c'est que les séries temporelles satellitaires à haute résolution spatiale. Alors pourquoi à haute résolution spatiale? Parce que il s'agit d'avoir une résolution suffisamment fine pour pouvoir identifier les fonctions au sein des parcelles. Donc à haute résolution spatiale, mais aussi haute résolution temporelle, parce que il s'agit de pouvoir évaluer les fonctions en tenant en compte la variabilité temporelle de ces fonctions. Donc comment, en fait, l'hypothèse que l'on émet, c'est que ces séries temporelles, en fait, elles permettent d'évaluer les processus fonctionnels au sein des zones humides. Alors la question, en fait, c'est d'établir un lien donc entre ces séries d'observation spatiale et les fonctions. Alors, on a choisi d'utiliser, nous, des séries temporelles Sentinelle-2 parce qu'elles ont une résolution de 10 mètres et avec une répétitivité extrêmement forte, puisqu'on a une image tous les 5-6 jours, ce qui permet de pouvoir constituer des séries temporelles assez robustes. Alors, toute la question, en fait, elle est de passer de l'observation spatiale, de la donnée de télédétection à la fonction. Alors, comment est-ce qu'on établit ce lien? Alors, par exemple, si je prends l'exemple d'une série temporelle Sentinelle-2, à partir de cette série temporelle, qui est structurée à l'échelle du pixel, on va calculer une variable
qui est par exemple un indice de végétation, qui sera aussi structuré à l'échelle du pixel. Et à partir de cette variable, on peut dériver un certain nombre d'indicateurs. Alors, par exemple, on peut dériver, à partir d'un indice de végétation, on peut dériver la productivité primaire annuelle nette. Et donc, cet indicateur, il peut être exprimé à l'échelle du pixel, mais aussi à l'échelle d'une AGMU, hein, d'une unité hydrogéomorphologique qu'on a définie ce matin. Alors après, il faut établir une relation entre cet indicateur et puis une fonction. Alors donc, par exemple, entre un indicateur de productivité primaire nette, on peut établir une relation avec une fonction écologique ou une fonction biogéochimique. Alors, la méthodologie que l'on a mise en œuvre pour cela est assez simple. On est parti des images Sentinelle-2, on a calculé un indice de végétation, puis on a dérivé des indicateurs fonctionnels. Ces indicateurs fonctionnels, on les a calculés en utilisant le masque de la carte des milieux humides Seuillet que l'on vous a présenté ce matin, de façon à pouvoir avoir les valeurs de ces indicateurs à l'intérieur en fait des milieux humides. Et puis à partir de ces indicateurs, on peut produire des cartes des fonctions. Alors, graphiquement, voilà ce que ça donne. On a des images de NDVI qui sont produites chaque mois. Et sur une année entière, hein, là, on a pris un exemple de l'année de végétation, novembre 2018 jusqu'à octobre 2019. Et à partir de cette série temporelle d'indices de végétation, on va produire deux indicateurs, en fait, qui sont le NDVI ou NDVI total, hein, qui est le cumul total de NDVI sur l'année, et un NDVI régularité, que je vais vous expliquer tout de suite. Alors, les données, tout d'abord, qu'on utilise pour pouvoir calculer les séries temporelles d'images Sentinelle-2 que l'on utilise pour calculer l'indice de végétation sont des composites mensuels Sentinelle-2 qui ont été produites par le laboratoire CSBio de Toulouse et qui sont mises à disposition du portail TEIA. Hein. Alors, ces synthèses mensuelles de réflectance présentent l'avantage en fait d'être sans nuages ou presque. En fait, elles ont été nettoyées avec un masque de nuages, si bien que ça nous permet en fait de récupérer une synthèse, c'est-à-dire c'est la moyenne des NDVI mensuels sur toutes les images du mois, par exemple de janvier. On va avoir la moyenne du NDVI par pixel sur ce mois-là. Donc ces images, alors voilà alors à partir de ces séries temporelles, ces séries de composites mensuels de Sentinelle-2, on a calculé le NDVI. Donc le NDVI, c'est un rapport normalisé entre les bandes du rouge et du proche infrarouge. Et donc, cet indice de végétation mesure l'activité chlorophyllienne et la densité de végétation. Alors, ces valeurs, elles sont comprises entre -1 et 1. Alors, entre -1 et 0, ça correspond aux surfaces en eau. À 0, le 0, les valeurs proches de 0 correspondent à un sol nu sans végétation. Et au fur et à mesure qu'on va grimper vers le 1, on va se retrouver avec des surfaces qui sont fortement couvertes par une végétation qui a une activité chlorophyllienne forte. Alors, à partir de ce NDVI, on calcule donc des indicateurs. Là, donc, on vous donne l'exemple de deux indicateurs qu'on a calculés sur les 10 bassins versants. On a calculé le NDVI qui est un NDVI qu'on appelle aussi total et un R réel que l'on a appelé un NDVI régularité. Alors, sur le graphique, vous voyez la courbe de NDVI, en fait, chaque point représente la valeur du NDVI sur une composite mensuelle, donc de janvier jusqu'en décembre. Donc, vous avez en ordonnée la valeur du NDVI, hein, qui va de 0 jusqu'à 1. Et donc, le NDVI,
cumul, donc le NDVI total correspond à la somme annuelle des NDVI, tandis que donc il représente la productivité primaire annuelle nette, et le NDVI réel ou NDVI régularité correspond à la différence entre le NDVI maximal dans l'année moins le NDVI minimal dans l'année. Et cet indicateur, il est relié à la saisonnalité des flux de carbone. Alors, cette relation entre le NDVI et la productivité primaire annuelle nette d'une part, et entre l'indicateur R réel, c'est-à-dire NDVI régularité et la saisonnalité des flux de carbone, a été bien mise en évidence dans plusieurs publications. Et là, je vous en ai mis une sur la slide pour que vous puissiez y faire référence. Alors, ces indicateurs, on les a calculés pour 2 années végétatives successives, l'année 2018-2019 et l'année 2019-2020, pour pouvoir mettre en évidence en fait des changements dans l'intensité des fonctions d'une année à l'autre. La question, c'est le passage en fait de l'indicateur, c'est-à-dire du NDVI total, par exemple, ou du NDVI régularité, avec la fonction. Alors, en fait, plusieurs publications ont montré que le NDVI total et le NDVI régularité peuvent être mis en relation avec une fonction biogéochimique qui est la séquestration de carbone et une fonction écologique qui est la fonction support habitat. Donc, l'idée, c'est que plus le NDVI total, c'est-à-dire qui est relié à la productivité primaire annuelle nette, augmente et que, dans le même temps, le NDVI régularité, saisonnalité des flux de carbone diminue, ce double mouvement, en fait, montre l'intensité de la fonction séquestration de carbone, mais aussi de l'intensité de la fonction support habitat. Voilà. Alors, évidemment, on a calculé uniquement... voilà. On a calculé 3 indicateurs, en fait, qui peuvent être reliés à des fonctions. Là, je vous en ai présenté 2. On a aussi calculé un indicateur qui est le Mmax, qui est qui correspond au moment dans l'année où le NDVI a sa valeur maximale et qui est relié en fait au stade phénologique et qui peut être utile aussi pour faire une évaluation de fonction, notamment en termes de gestion, pour, par exemple, déterminer le moment de l'année où il faut faucher, par exemple, des prairies, ou alors le moment de l'année où il faut mettre des prairies en eau, voilà, faire de la gestion des surfaces en eau. Là, c'est vraiment on a calculé ces 2 indicateurs là, enfin ces 3 indicateurs sur les 10 bassins versants. Ça n'est qu'un début. On va dans une deuxième phase du programme calculer davantage d'indicateurs et étudier leurs relations à partir de télédétection et étudier leurs relations avec les fonctions des zones humides. Et c'est la raison pour laquelle aussi, lors des ateliers, on a sollicité, Rachel et Guillaume ont sollicité les acteurs de façon à savoir quels étaient les types de fonctions qui étaient à étudier de façon prioritaire sur leur territoire. Voilà. Donc, je vous remercie de votre attention et je voudrais en profiter aussi pour remercier chaleureusement le CAUE d'Ordogne, avec lequel on travaille sur l'évaluation fonctionnelle des zones humides depuis de nombreuses années, mais également le GIP Seine-Normandie, avec lequel aussi on travaille sur l'évaluation fonctionnelle des zones humides, et ainsi que le CEN Normandie. Voilà. Merci Laurence. On va pouvoir prendre quelques questions. Emmanuel Cato, je vois que vous avez posé plusieurs questions. Donc, Sébastien, pour ta présentation, l'une des questions qui était posée, c'était de savoir si les habitats, enfin, s'il y avait uniquement les habitats humides qui avaient été traités dans la cartographie des habitats. Alors, oui, bonjour Emmanuel. Donc, dans le cadre de ce projet, en fait, on a pris en compte tous les habitats qui étaient détectés au sein de l'enveloppe des milieux humides. Donc, ça inclut naturellement les habitats humides, mais ça peut inclure des habitats
moyennement humides, pour lesquels, par exemple, il y aurait des opérations de drainage, mais pour lesquels le degré d'humidité aurait diminué. Donc, c'est pour cela que vous verrez cela durant la présentation suivante sur les premiers résultats. Il y a certains habitats qui sont plutôt méso-hydrophiles. Par contre, on a bien veillé à exclure les habitats. Ça pouvait arriver qu'il y ait certains habitats xérophiles qui soient identifiés. Là, on les avait évidemment supprimés parce qu'il s'agit d'erreurs. Je vois une autre question dans le fil de discussion. Michel d'Aragon. Alors, je lis la question. Ces méthodologies, habitats et fonctions vont-elles être propagées sur tout le territoire, ZH, MH, pourquoi pas, exploiter les résultats en hiérarchisation des ZH pour les fonctions, ou pour mieux caractériser les habitats de grands ensembles, avec les limites qu'il peut y avoir évidemment? Alors, en fait, on peut effectivement calculer des indicateurs fonctionnels à l'échelle nationale, hein, parce que quand on calcule, par exemple, la NDVI, les indicateurs que je vous ai présentés, par exemple, sont calculables à l'échelle nationale et les données télédétection permettent de le faire. La question après, c'est l'interprétation, en fait, c'est l'étude de la relation entre ces indicateurs et les fonctions. Et la validation en fait sur le terrain de ces fonctions. Alors j'ai cité tout à l'heure le GIPS Seine-Normandie. On travaille avec eux actuellement sur la validation de fonctions hydrologiques et biogéochimiques. Hein, c'est-à-dire qu'on calcule des indicateurs donc à partir de la détection et il y a des mesures réelles qui sont faites sur le terrain de ces fonctions. Alors voilà. Ce qu'il faut se dire, c'est qu'on est quand même là. Contrairement à ce matin, où on était davantage on peut davantage passer à un volet de production. Là, on voit, on est quand même sur un volet de développement recherche. Et il y a encore énormément à faire hein, sur l'évaluation des fonctions par télédétection. Donc, je pense que on peut calculer des indicateurs à l'échelle nationale. Après, la question, c'est comment les utiliser, quoi. C'est les valider et les utiliser. Merci, Laurence. Une autre question. Quelles sont les hypothèses concernant les relations entre le NDVI et la production primaire nette? Alors, la réponse, c'est que en fait, plusieurs études, enfin, il y a beaucoup de publications, en fait, hein, il y en a énormément de publications qui ont montré que plus le NDVI augmentait, et plus était élevé et plus la productivité primaire nette était élevée. Voilà. Donc on s'est voilà. Merci. Bernard Clément, je vois que vous avez une question. Est-ce que vous voulez prendre la parole pour la poser? Oui, Laurence et Sébastien, merci pour votre présentation. J'ai une réflexion par rapport, effectivement, toujours avec ce NVDI. En fait, le NVDI, comme tu l'as dit, plus il est élevé, plus la productivité nette est élevée, plus la densité de végétation est élevée. Or, c'est inversement corrélé avec, c'est directement corrélé, pardon, avec le niveau trophique. Or, une partie de la biodiversité, notamment la biodiversité espèces patrimoniales, espèces liste rouge et invertébrés, sont plutôt dépendants d'habitats à faible productivité. Donc, c'est une inversion. Alors, je sais que traînent dans la littérature des zones humides, comme les zones humides étant des systèmes très productifs, il faut les préserver pour leur valeur. Mais en fait, c'est quand on fait rapport à l'oiseau ou aux mammifères. C'est totalement inversé pour la végétation et pour les invertébrés. Donc, il faudrait faire attention au support habitat, bien séparer ce qui est des milieux eutrophes versus les milieux oligotrophes. Un caractère, par exemple, 90%, voire 95% des espèces protégées de Bretagne ou en danger des zones humides sont inféodées strictement au milieu oligotrophe. Donc, en fait, le NVDI réel est un élément qui peut être intéressant à mettre en œuvre pour séparer, je dirais, milieu eutrophe et milieu oligotrophe peut-être aussi. Puisqu'on va avoir un NVDI réel qui va être beaucoup plus étroit, beaucoup plus faible que dans le cadre d'un NVDI. Oui, et je compléterai la réponse de Bernard en disant que on peut pas évaluer une fonction à partir d'un seul indicateur, c'est pas suffisant. Cet indicateur-là, il contribue à évaluer la fonction, mais il faut calculer plusieurs indicateurs pour pouvoir évaluer une même fonction. Tout à fait d'accord. Ok, merci à vous. Je vois qu'il y a d'autres questions. Il y en a une qui est plutôt sur les usages, donc on aura l'occasion d'en reparler plus tard
dans la journée quand on discutera notamment justement des cas d'usage et des ateliers avec les acteurs sur les territoires. Donc, je vous propose de passer à la suite et donc de donner la parole à Anis et Sébastien qui vont présenter les résultats de ces volets 2 et 3, donc de la cartographie des habitats et de l'évaluation des fonctions. Merci Rachel et bonjour à tous. Moi, c'est Anis Galmami. Je suis chef de projet à la Tour du Valin, un institut de recherche pour la conservation des zones humides méditerranéennes, basé en Camargue, et on est partenaire du projet. Et on pourra commencer cette présentation pour vous donner quelques clés d'interprétation, mais aussi pour comprendre un peu les résultats et ouvrir le champ aussi aux utilisations et aux usages qu'on peut en faire ultérieurement, mais également, comme l'a expliqué tout à l'heure Laurence, il s'agit vraiment d'une phase développement recherche. Donc, il y a pas mal de questions encore qu'on va soulever par rapport à l'amélioration possible de ces résultats. Voilà. Merci beaucoup, Sébastien. Alors, pour commencer, donc, on souhaitait peut-être vous donner une vision un peu très large du résultat pour la classification des habitats UNIS. Donc là, c'est pour le volet cartographie d'habitat qu'a présenté Sébastien tout à l'heure. Donc vous avez ici, dans ce graphique, est représenté les F1 scores par rapport en fonction de chaque habitat UNIS identifié sur les 10 bassins versants pilotes. Donc le F1 score, si vous vous rappelez, c'est un peu un indice qui permet justement d'apprécier la précision de la détection ou de la discrimination de tel ou tel habitat. Et donc sur l'axe vertical, vous avez ce F1 score qui va jusqu'à 1. Donc plus il tend vers 1 et mieux la détection et mieux c'est fait la détection de l'habitat. Et sur l'axe horizontal, donc vous avez tous les habitats UNIS qui ont été cartographiés. Bien sûr, ça aurait été illisible si on avait mis les intitulés de chaque habitat. Donc on a juste mis les codes, mais vous avez quelques exemples ici pour illustrer, comme par exemple l'habitat G1.8 et les boisements acidophiles, ou encore les pâturages permanents mésotrophes dont le code est E21. Et donc, quand on a commencé à analyser les résultats, donc on souhaitait aussi voir quelle est la relation entre la précision et le nombre d'habitats. Et bien sûr, c'est intuitif. Donc, nous, on a pu aussi la quantifier. Donc, plus le nombre d'habitats augmente, plus la précision de modélisation diminue. Et ça, on l'a observé sur l'ensemble des 10 bassins tests. Et vous avez une relation qui est significative, comme représenté ici dans le graphique à droite. Et la diapo suivante aussi montre qu'il y a aussi une relation très forte entre le nombre d'échantillons utilisés et la précision obtenue à la fin quand on fait la modélisation. Donc, plus le nombre d'échantillons augmente, plus la précision est élevée. Et on a aussi identifié qu'il y a un minimum d'échantillons requis pour chaque bassin versant et pour chaque habitat d'environ 60 pour que justement cette précision soit d'un ordre de grandeur acceptable. Et donc, il y a aussi la relation entre, pour mettre en lien aussi les variables utilisées, différentes variables utilisées avec les habitats. Donc là, je passe la parole à Sébastien qui va vous expliquer un peu mieux cette relation. Oui, alors effectivement, on a cherché, avant de lancer le modèle, on a cherché à vérifier que l'hypothèse on avait mis au début, qu'il y avait une relation entre les habitats UNIS niveau 3 et les variables prédictives, était vérifiée. Donc, on a fait une analyse linéaire discriminante, on a simplement croisé les points terrain avec les valeurs des variables prédictives, et on a projeté ça sur 2 axes. Et donc, ce que l'on voit, c'est qu'il y a un gradient d'humidité qui va des habitats plutôt aquatiques en bas, tels que le code C3.4, les végétations à croissance lente et pauvres en espèces du bord des eaux ou amphibies, à des habitats plus mésophiles, tels que l'habitat E5.3, des formations à Pteridium aquilinum. Et donc, quand on regarde les variables prédictives, on se rend compte qu'il y a une bonne cohérence, une logique, puisque finalement, ce qui tire
les points vers le bas, c'est essentiellement l'indice topographique d'humidité, TWI. Et à l'inverse, ce qui tire les points vers le haut, c'est l'altitude et les niveaux de cours d'eau. Alors, plus on monte, moins c'est humide. Et également des bandes spectrales Sentinel-2 dans le spectre du Red Edge et du proche infrarouge. Et, sur l'axe horizontal, on remarque également un gradient. Cette fois-ci, plutôt un gradient physionomique lié à la strate ou à la biomasse. En tout cas, sur la droite, vous avez plutôt des strates basses, des biomasses faibles, telles que les dunes côtières mobiles. Et à l'inverse, sur la gauche, vous allez plutôt avoir des habitats avec des strates élevées, telles que les plantations artificielles de conifères, les habitats boisés. Et donc, quand on regarde les variables prédictives, et effectivement, pareil, on retrouve une cohérence, puisque ce qui tire, par exemple, les points vers la gauche, à les strates hautes, c'est la hauteur de canopée, ce qu'est l'acronyme CHM. Donc, et à l'inverse, ce qui tire les points vers la droite, ce sont les bandes spectrales du visible qui traduisent, donc dans le bleu, vert, rouge, généralement qui traduisent des zones faiblement végétalisées, avec un peu de sol. Donc ici, on va vous montrer un exemple de résultat sur le bassin versant du Gois, du Guy, de la Calupère, qui est situé dans la proximité de Bordeaux, sur l'estuaire de la Gironde. Les résultats sont au format raster à une résolution de 10 mètres. Et voici la sortie combinée, la carte des habitats ENIS au niveau 3. Donc, on a à peu près une trentaine d'habitats, des habitats typiquement hygrophiles et d'autres plutôt mésophiles, voilà, mais qui sont au sein de l'enveloppe des milieux humides, qu'on appelle l'humidité. Le F1 score est de 0,63, ce qui est encourageant, mais néanmoins, ça peut être encore amélioré. Donc, encourageant, et effectivement, on voit des choses cohérentes, typiquement il est sur l'encart en haut ici, les présalés en rose qui sont bien identifiés, les petits habitats aquatiques qui correspondent bien à des petits gabions pour la chasse. Okay. On a également en violet, vous avez les vignobles qui sont à proximité des villages, c'est tout à fait cohérent, ou les cultures ici en pourpre. Voilà, c'est également cohérent. Et puis toutes les zones boisées, forêt au sud-ouest. Jusqu'à là, c'est aussi cohérent, mais on a également des incertitudes et des incohérences. Par exemple, des petits patchs de présalés qui sont ici sur cet encart, il ne va pas y en avoir, ou alors cette zone-là, que vous voyez en bleu, qui est caractérisée comme un habitat aquatique, alors qu'en fait, il s'agit de champs de maïs, probablement inondés en hiver. Donc voilà, il y a des choses cohérentes et d'autres qui le sont moins. Et puis justement, ces incohérences, on peut les relever sur la carte d'incertitude. Plus on a des valeurs blanches, moins l'incertitude est élevée, donc plus le modèle est sûr de lui. À l'inverse, plus on a des valeurs foncées, noires, plus l'incertitude est élevée. Et justement, quand on regarde cette zone ici, mal classé, effectivement, on voit que le modèle n'est vraiment pas sûr de lui. Donc, cette carte-là, elle est aussi très intéressante pour critiquer et interpréter la carte principale des habitats. Ensuite, on peut, on voulait tout à l'heure, une des sorties du modèle, c'est une carte de probabilité de présence par habitat. Et donc là, on vous montre des exemples avec leur implication pour les gestionnaires. Là, c'est l'habitat G37, Pinade méditerranéenne planétaire. Donc, on voit que cet habitat, il est assez correctement identifié sur le sud du bassin versant. Et c'est un bel exemple de pression sur les zones humides, parce que cet habitat contient beaucoup de plantations de pins. Un autre habitat, c'est l'habitat E34, les prairies eutrophes et mésotrophes humides. Et donc là, à l'inverse, c'était plutôt un habitat qui est préservé. Et donc, il est bien identifié sur l'ensemble du bassin versant avec une résolution spatiale fine. Et donc, du coup, c'est ce genre de carte de probabilité de présence par habitat. Ça permet du coup d'en déduire des objectifs de conservation et des pressions associées pour évaluer, suivre et gérer un territoire ou un site. Mais par contre, ça ne permet pas pour l'instant, la carte combinée de tous les habitats, elle est trop imprécise et du coup, elle ne permet pas d'identifier et de localiser précisément tous les habitats pour une gestion conservatoire fine. Alors ensuite, Anis va vous présenter sur d'autres bassins versants quelques résultats qui ont bien fonctionné ou moins bien fonctionné. Oui,
Justement, suite à ces résultats, on a souhaité regarder d'un peu plus près, donc vraiment au-delà des chiffres et des statistiques qu'on vous a présentées tout à l'heure sur la validation et les F1 scores de tel ou tel type d'habitat. Nous, on a regardé vraiment à dire d'experts, on a essayé d'évaluer un peu ce qu'on pouvait faire dire à ces cartes et ce qu'on pouvait ne pas leur faire dire. Donc, par exemple, qu'est-ce qui a plutôt bien fonctionné? On a relevé quelques exemples, là. Il y en a pas mal d'autres, mais sur les habitats humides qui nous concernent plus particulièrement, donc vous avez par exemple les roselières et formations et autres formations de bordure. Donc ça a été plutôt assez bien discriminé, assez bien appréhendé par le modèle. On a aussi les forêts riveraines mixtes qu'on détecte le long des cours d'eau sur certaines plaines. Donc ça aussi, le modèle réussit plutôt à bien les identifier avec des valeurs de probabilité élevées. Pareil sur les marais salés, on en a parlé tout à l'heure. Donc là, sur certains secteurs où cette formation apparaît, on a plutôt un bon score de validité, mais aussi des valeurs de probabilité élevées. Donc ça permet d'aller vers ces habitats de manière avec une plus grande confiance. À l'inverse, si on regarde ce qui a moins bien fonctionné, donc là, vous avez quelques exemples. Alors, sur cet habitat, les pannes dunaires, donc le modèle a plutôt bien fonctionné pour les détecter, mais on suspecte peut-être qu'il y a une certaine surestimation dans certains secteurs, donc ça reste à confirmer, notamment une confusion possible avec des milieux boisés. Donc là encore, il y a quelques suspicions, mais l'habitat reste plutôt assez bien détecté. Sur les marais salés continentaux, donc là, on a un peu plus de doutes, mais on a détecté par exemple cet habitat dans le bassin de la Meuse, avec parfois des valeurs élevées sur des parcelles qui sont a priori cultivées. Par contre, si on met ça en parallèle avec d'autres habitats sur les mêmes secteurs, ils présentent aussi des valeurs élevées. Donc ça aussi, il faudrait regarder d'un peu plus près, que ce soit du côté de l'échantillonnage ou bien la manière comment le modèle a été calibré pour détecter cet habitat en particulier sur ce bassin versant. Et enfin, un troisième exemple de ce qui a peut-être un peu moins bien fonctionné, c'est la confusion possible entre des habitats qui sont sur le plan spectral assez proches et qui ont des valeurs proches, des valeurs de probabilité très proches sur les mêmes endroits. Donc là encore, on a des risques de confusion quand on crée les cartes agrégées ou quand on agrège les habitants entre eux pour créer des cartes d'habitat UNIS. Il y a un risque de confusion à ne pas négliger, donc à regarder d'un peu plus près. Donc suite à cela, il y a donc là, c'est pour résumer un peu sur l'ensemble des 10 bassins pilotes, des 10 bassins versants test, pardon. Donc vous avez les F1 scores pour chaque bassin où ce modèle a été appliqué, de cartographie d'habitat UNIS, avec le nombre d'habitats modélisés pour chaque bassin. Donc vous voyez, il y a une grande disparité entre les bassins. Pour certains, on avait une quarantaine d'habitats qui ont été identifiés et cartographiés, et pour d'autres beaucoup moins. Et le nombre d'échantillons aussi varie d'un bassin à l'autre. Donc, on a sur certains bassins, on a eu la possibilité d'intégrer un nombre d'échantillonnages pour la calibration et la validation du modèle beaucoup plus important que pour d'autres. Donc, il y a une certaine hétérogénéité dans l'application du modèle par bassin versant. Donc, c'est ce qui nous a justement fait penser à des pistes d'amélioration qu'on va peut-être évoquer à la dernière slide. Donc, conclusion pour cette première phase de cartographie d'habitat UNIS sur les 10 bassins pilotes. Donc, certaines cartes d'habitat sont valides et peuvent être diffusées. Donc, quand on parle de cartes d'habitat, c'est les cartes de probabilité pour les habitats UNIS détectés ou identifiés. Les cartes agrégées sont encore à améliorer. Donc là, il y a des pistes d'amélioration et des marges d'amélioration assez intéressantes et importantes à chercher, notamment pour améliorer la cartographie. Donc, on a besoin de points de terrain supplémentaires. On a besoin d'échantillons terrain
plus nombreux, mais aussi plus, disons, répartis de manière plus équilibrée sur les territoires qu'on va cartographier, et aussi utiliser un modèle hiérarchique. Ça aussi, c'est une autre piste d'amélioration à laquelle on a pensé. Donc, un modèle hiérarchique pourrait peut-être nous aider à améliorer les performances de la cartographie pour tel ou tel type d'habitat, mais aussi pour les cartes agrégées aux échelles des bassins versants, mais aussi à l'échelle nationale. Et je repasse la parole à Sébastien pour vous parler des résultats sur les fonctions. Oui, merci Anis. Donc effectivement, moi je vais vous présenter quelques exemples concernant le volet fonctionnel, hein, sur donc le NDVI. On va se concentrer sur l'indicateur NDVI total, donc la somme des NDVI liée à la productivité primaire annuelle nette. Donc ici, nous sommes sur le bassin versant de l'Arc en Maurienne, dans la vallée, à proximité vous voyez l'autoroute, il y a un petit aérodrome. Et donc, cet indicateur, la productivité primaire annuelle nette, on l'a calculé pour 2 années successives. Vous voyez ici l'année 2018-2019, et au même endroit l'année suivante, vous voyez que les valeurs sont plus élevées l'année suivante. Et ça peut s'expliquer par l'effet de la météo sur l'activité chlorophyllienne, puisque l'année 2018-2019 a été plus sèche que l'année 2019-2020, et donc la végétation a pu moins se développer. Donc là, c'est un exemple concret de vraiment variation fine. Donc là, on a vraiment un suivi de la dynamique spatio-temporelle à une échelle fine des processus qui s'opèrent au sein des milieux. Alors, un autre exemple, ici, on est dans le parc naturel régional du Morvan, je crois, sur le bassin versant de l'Yonne, dans une vallée de polyculture élevage. Et donc, pareil, le même indicateur qu'on a calculé pour 2 années successives, et vous voyez les variations qu'on peut observer. Par exemple, sur le 1, donc là, on a l'effet d'un retournement de prairie pour la culture de tournesol. En 2019-2020, il y a eu un retournement, du coup, la productivité primaire annuelle nette a chuté drastiquement, ce qui a eu un impact sur les processus fonctionnels. Un peu plus au sud, on retrouve ici, on est sur une prairie bocagère pérenne. Donc là, finalement, l'indicateur, il a assez peu évolué d'une année à l'autre. Et on identifie on identifie quelques variations spatiales qui peuvent être liées à la microtopographie ou au mode de gestion. Mais bon, globalement, les processus fonctionnels ici sont maintenus. Et puis, un peu plus au sud, là, on est sur une parcelle agricole, une parcelle de culture avec une rotation annuelle. Et donc, du coup, là, on est vraiment sur la culture, et donc la productivité primaire elle varie énormément selon les types de cultures, maïs ou blé, maïs puis blé ici, hein, ce qui a un impact important sur la rétention de sédiments et l'assimilation de nutriments. Alors attention, ça rejoint un peu les remarques qui ont été faites par Bernard Clément tout à l'heure. Hein. Comparer des milieux humides différents avec ces indicateurs doit faire l'objet de précautions. Il faut vraiment rester par un grand type de milieu humide. Et puis, un indicateur à lui seul ne suffit pas à évaluer toutes les fonctions des milieu. Ça permet d'évaluer, d'estimer en partie la fonction, et c'est vraiment la combinaison d'indicateurs qui permet d'évaluer au mieux une fonction. Donc, les infos clés à retenir pour ce volet fonctionnel, c'est que tout d'abord, l'utilisation de séries temporelles Sentinel-2 a permis de mettre en évidence la variabilité spatio-temporelle de processus fonctionnels pour 2 années successives, que ce genre de document, de carte, c'est un support pour les plans de gestion ou de restauration de milieux humides, qu'il y a plus d'indicateurs à venir, hein, parce qu'on peut en dériver. Là, on en a présenté 2. En résultat, on a calculé 3, mais on pourra calculer des dizaines. Donc, là, c'est suite aux ateliers, les remontées qu'il va y avoir, on va pouvoir en calculer d'autres dans les mois qui viennent. Et puis, on a également noté qu'il y avait un besoin d'une plus forte collaboration entre les scientifiques et les gestionnaires, parce que c'est quand même quelque chose qui est, d'un côté, qui est très compliqué à expliquer et à produire, mais en même temps, pour lequel il y a une très forte attente. Donc, voilà, c'est assez important de faire un effort de pédagogie et de vulgarisation pour que ça soit utilisé au mieux, parce que c'est un champ disciplinaire qui est en plein essor, hein, où il y a énormément maintenant d'indicateurs fonctionnels qui peuvent être dérivés de télédétection. Donc, avec Anis, nous vous remercions pour votre attention. Merci Sébastien, merci Anis.
Il y a eu plusieurs questions dans le chat. Emma Bousquet du CEREMA, je vous propose, si vous le voulez, de poser votre question en direct. Bonjour, j'avais une question par rapport aux années de représentativité des cartes de zones humides et milieux humides, puisque j'imagine qu'il y a plusieurs années qui ont été agrégées. En gros, quelle est la représentativité de la carte? Et puis au niveau historique, au début vous parliez des zones humides disparues, donc est-ce qu'il y a une info là-dessus? Merci. Alors, donc je suppose que ça fait référence à la cartographie des habitats. Donc effectivement, là, on a pris en compte 5 années, de 2015 à 2021. Donc, ça veut dire qu'on décrit l'état des milieux humides à cette période-là. Et donc, dans les habitats, on inclut, vous avez remarqué, on inclut la classe I11 qui est une monoculture. Donc, on inclut des types d'habitats qui sont indicateurs de dégradation de milieux humides. Donc, effectivement, ce type de... autant la carte qu'on vous a présentée ce matin de délimitation des milieux humides, elle a une validité pérenne, hein, on est sur des milieux humides potentiels. Par contre, là, ici, on est sur une carte qui nécessiterait une mise à jour tous les 6 ans, par exemple. Enfin, pas tous les 5 à 10 ans. Et à l'inverse, pour le volet 3, là, c'est ce qu'on a essayé de faire passer comme message, c'est que là, il y a besoin d'avoir une mise à jour annuelle, parce que les processus, ils arrivent annuellement. Sébastien, je me permets aussi d'intervenir. Je pense que la question de Madame Bousquet aussi faisait référence à la carte sur les milieux, le modèle milieu humide, zone humide qu'on a présenté ce matin. C'est bien cela? Oui. Oui, c'est ça. Merci. Ouais, donc je pense que pour cette carte-là, la référence, je dirais, par rapport à une date, tu me corrigeras si je me trompe, Sébastien. Il y a pas de référence par rapport à une date précise parce que les variables qui ont été utilisées ne sont pas justement dérivées directement des images satellites. C'est ça, en fait, c'est l'intérêt c'est ce qu'on a essayé d'expliquer dans l'article des liens qui étaient nombreux à consulter ce matin. C'est-à-dire que l'approche qu'on a utilisée pour le volet 1, elle repose uniquement sur des variables environnementales, donc topographiques et géologiques, qui ne sont pas peu sensibles au changement d'occupation du sol. C'est ce que vous a montré Bertrand Laroche, par exemple, dans des zones urbaines. Mis à part, bien sûr, mis à part, bien sûr, des masques qu'on a appliqués a posteriori, qui sont les masques urbains, par exemple, ou le masque masse d'eau ou haute surface, qui sont, pour le coup, du coup, c'est des masques qui correspondent à des données référencées avec une date ou une année de production. Ok, merci. Merci. Alors, une autre question de Quentin Tenaillot de l'Andra. Oui, je voulais savoir ce que vous entendiez exactement par le terme habitat dans l'enveloppe des zones humides. Est-ce qu'il s'agit, donc là la question concerne la cartographie des habitats, est-ce qu'il s'agit d'habitats catégorie UNIS qui sont contenus spatialement dans l'espace identifié comme zone humide dans ce qui nous a été présenté précédemment, ou est-ce que c'est un élément sémantique que je ne maîtrise pas? Donc je voulais voir exactement ce que vous entendiez par ce terme-là pour me faire une meilleure représentation de ce qui avait été produit dans cette partie très intéressante d'ailleurs du projet. Je vous remercie. Merci pour votre question. Oui, ça rejoint la première question d'Emmanuel Catteau, c'est-à-dire que effectivement, ce que l'on a modélisé, cartographié, ce sont les habitats que l'on trouve au sein de l'enveloppe des milieux humides qu'on a préalablement définis, et donc qui inclut non seulement des habitats purement humides, mais aussi des habitats plus mésophiles. Ok. Merci Sébastien, merci Anis. Monsieur Bernard Clément, vous voulez reprendre la parole? Oui, juste pour préciser que la notion d'habitat, elle a deux composantes. Et ici, ce dont parle Sébastien, c'est l'habitat à travers la composante végétation. C'est pas l'habitat d'espèces animales ou autres. Hein, c'est pas le même, comment dire, élément sémantique. Souvent, ce terme d'habitat est confus puisqu'il est utilisé dans deux sens ou deux dimensions différentes. Mais là, il s'agit bien des habitats tels qu'il l'a présenté, l'habitat lié à l'intégration de la végétation.
Merci Bernard. Juste Rachel, j'avais juste une petite question avant d'enchaîner sur l'autre session. Là, on voit la puissance de Sentinel en fait sur ces analyses-là. Votre sentiment, c'est quoi? C'est qu'on en est au début là de cette exploitation, où vous avez commencé vraiment à creuser. Est-ce que finalement les potentialités qu'on voit là, elles sont voilà, complètes, ou est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a encore du travail à faire derrière cette exploitation-là? Parce qu'on voit bien que, surtout sur ces sujets, encore une fois, la puissance de cet outil paraît un peu inouïe, quoi. Voilà. Je peux peut-être répondre à la question. Alors, en fait, je pense qu'on est au tout début de l'exploitation des données Sentinel. Au début du programme, on avait envisagé d'utiliser aussi des données radar avec les données optiques. On l'a pas fait parce que on a préféré privilégier une donnée sur la hauteur de canopée qui nous semblait avoir un apport plus important. Ceci dit, on pense que le radar, ça a aussi son intérêt. Alors, je pense que d'une part, on n'a pas fini avec l'exploitation de Sentinel, en particulier pour les indicateurs. Alors, non seulement sur la cartographie des habitats, mais aussi sur l'évaluation des indicateurs fonctionnels. Et d'autre part, on va explorer dans la deuxième phase du programme, en fait, l'utilisation conjointe des données Sentinel avec d'autres types de données. J'ai donné l'exemple des données thermiques ce matin. C'est vraiment une voie très prometteuse. Et il y en a d'autres. Il y a des données sur, par exemple, la nuit, des données de nuit, avec des mesures sur la luminescence. Et ça, je pense que là, sur l'évaluation, sur les deux volets, cartographie habitat, je pense qu'on en est qu'au début. Voilà. Et pour compléter, dire aussi que finalement, la limite, là, en fait, on a affaire à énormément de données satellitaires disponibles. On est heureux, on a plein de potentialités à créer. Mais un facteur limitant, finalement, c'est les données terrain ou l'interprétation qu'on en fait. Typiquement, par exemple, on reprend le cas de l'année dernière, on a travaillé avec le conseil départemental de la Dordogne sur la durée d'inondation en zone humide. On a produit des cartes de durée d'inondation avec Sentinel-1. On n'était pas capable de dire si elles étaient justes ou fausses parce qu'on n'avait pas assez de données terrain. Donc, c'est vraiment important. J'en profite d'avoir une large audience d'acteurs locaux qui sont présents pour vous dire que quand vous faites des données terrain, quand vous collectez des données terrain, elles peuvent vraiment servir à d'autres, à des chercheurs, à des télédétecteurs, et que du coup, c'est important de refaire remonter vos informations dans des bases de données nationales. Voilà, c'est vraiment un des messages forts de la journée, je pense, qu'il faut vous voulez faire passer. J'avais une question, François Chambaud, j'avais une question à poser par rapport à la relation entre la précision du modèle et le nombre d'habitats. Vous nous avez dit que la résolution était de pixels de 10 mètres, donc 100 mètres carrés, et j'ai vu que sur la calibration de ce modèle et de la précision, on allait jusqu'à 40 habitats pour un pixel de 100 mètres carrés. Ça me paraît assez confusant. Et puis, autrement, j'avais une remarque sur les indéterminations de certains habitats ou les confusions. Est-ce qu'il ne serait pas possible d'agréger à ces habitats, pour lever les confusions, un certain nombre d'entités physiques qui pourraient être des morphotypes de zones humides, par exemple des prairies eutrophes qui seraient en plaine alluviale, et donc on pourrait statuer directement sur l'habitat et lever la confusion, ou alors des habitats de présalés qui pourraient être liés à une unité de type morphologique estuaire. Alors, pour répondre à la première question sur le nombre d'habitats, en fait, ce n'est pas le nombre d'habitats au sein d'un pixel de 10 mètres par 10 mètres, c'est le nombre d'habitats pris en compte présents dans le bassin versant. D'accord. Donc, il y a une précision à donner, effectivement. Oui, effectivement. Et donc, ça sera, il y aura un rapport méthodologique qui précisera tout cela. Et par rapport à la deuxième remarque, en fait, oui, on a déjà essayé. Du coup, initialement, on pensait utiliser uniquement les variables Sentinel-2 pour discriminer les habitats. Puis on s'est rendu compte qu'il fallait, malgré le fait qu'on ait préalablement délimité les milieux humides, il fallait quand même réinjecter des informations environnementales et géologiques pour justement essayer d'améliorer la séparabilité de ces habitats, notamment entre il y a un bel exemple, c'est entre les présalés à 2,5 et les prairies eutrophes 3,4, parce que là, ça va souvent être l'altitude ou la proximité à la mer qui va jouer. Donc, effectivement, il faut essayer de regarder quelles sont des variables complémentaires qui pourraient aider à mieux caractériser les caractéristiques de ces milieux
pour favoriser, augmenter la discrimination de ces habitats. Il y a aussi des variables de type de sol, de durée d'inondation. Il y a une multitude de variables qu'on pourrait encore utiliser, qu'on n'a pas eu le temps de faire là, parce que c'est... Oui, les variables fonctionnelles, effectivement, permettraient d'améliorer la détermination avec un peu plus de certitude et d'augmenter finalement la prédiction. Et juste pour compléter justement par rapport à cette question de améliorer la précision en fonction du nombre d'habitats, mais aussi ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, la question qui était posée par Xavier, plutôt la remarque qui a été soulevée par Sébastien suite à la question de Xavier sur l'échantillon, le nombre d'échantillons. Donc je pense que c'est lié, nombre d'habitats, nombre d'échantillons et aussi la précision, ça on l'avait bien démontré. Et il y a justement une des pistes d'amélioration possibles pour essayer de pallier à ce problème de précision et nombre d'habitats détectés, c'est de passer à une échelle nationale où là on pourrait justement agréger plusieurs sources d'informations terrain différentes avec des habitats différents, y compris penser aussi à des variables environnementales plus discriminantes. Peut-être ça peut aider à améliorer la performance du modèle. Donc tout ça, c'est en cours d'être disons testé. Donc on est en pleine phase de développement et on essayera justement de voir quelles sont les pistes d'amélioration possibles, soit en changement d'échelle, soit en augmentant le nombre d'échantillons, les deux, etc. Donc tout ça, je pense que c'est des questions qu'on va essayer de très rapidement d'y répondre pendant les mois et les années qui viennent. Et juste pour revenir sur la puissance de Sentinel-2, il faut aussi rajouter la profondeur historique parce que là, mine de rien, Sentinel-2, enfin Sentinel, c'est quand même, là, on a presque 10 ans de recul. Donc, il y a aussi cette dimension qu'on peut aussi explorer, c'est-à-dire non seulement on analyse à un état, à un instant T, mais aussi on peut revenir dans le passé avec les mêmes types de données et comparer et voir l'évolution. Donc, il y a aussi toute cette dimension qu'on n'a pas encore pleinement explorée dans les données Sentinel, c'est-à-dire avoir cette profondeur historique qu'on n'a pas encore avec Sentinel aussi puissante qu'avec d'autres données satellitales qui existent.